Il existe un marché de 600 000 milliards de dollars que presque personne ne comprend. Il a failli anéantir l'économie mondiale en 2008 et est aujourd'hui 10 fois plus important qu'à l'époque. Warren Buffett qualifiait les produits dérivés d'armes financières de destruction massive en 2003. Il avait raison. Ils ont provoqué la faillite de Lehman Brothers, contraint les gouvernements à renflouer AIG et menacé de détruire tout le système bancaire. La réponse à cette crise n'a pas été d'éliminer les produits dérivés, ni même d'en réduire l'importance, mais de les développer. Aujourd'hui, le marché des produits dérivés représente plus de 6 fois la valeur de l'économie mondiale. Lorsqu'il explosera, et il explosera, il n'y aura pas assez d'argent au monde pour le sauver. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de produits dérivés. Même les investisseurs professionnels ont du mal à les expliquer. Pourtant, ces instruments financiers complexes sous-tendent toutes les grandes banques, tous les fonds de pension, toutes les compagnies d'assurance et tous les marchés obligataires d'État du monde. En théorie, ils sont conçus pour réduire les risques en permettant aux institutions de se couvrir contre les pertes. Mais en pratique, ils multiplient les risques, créant un effet de levier démesuré. Les paris s'accumulent, couche après couche, jusqu'à ce que plus personne ne sache qui doit quoi, ni combien. Et c'est alors que le système s'effondre. En 2008, il a fallu 29 000 milliards de dollars de plans de sauvetage et de garanties à l'échelle mondiale pour éviter un effondrement total du système financier. À l'époque, le marché des produits dérivés valait environ 60 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, il pèse 600 000 milliards de dollars. Lorsque cette bombe explosera, la destruction sera mondiale, instantanée et irréversible. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi la prochaine crise financière ne ressemblera pas à celle de 2008. Elle sera pire, bien pire. Pour comprendre pourquoi les produits dérivés sont dangereux, il faut d'abord comprendre ce qu'ils sont. Un produit dérivé est un contrat financier dont la valeur dépend d'un actif sous-jacent. Cela paraît simple, jusqu'à ce qu'on réalise que l'actif sous-jacent peut être n'importe quoi. Une action, une obligation, une matière première, un taux d'intérêt, un taux de change, voire la météo ou la probabilité de défaut d'une entreprise. Les produits dérivés ne nécessitent pas la possession de l'actif sous-jacent. Il s'agit simplement de parier sur l'évolution de sa valeur. C'est comme souscrire une assurance pour la maison de votre voisin en cas d'incendie. Vous n'êtes pas propriétaire de la maison, vous ne percevez l'indemnisation qu'en cas de sinistre. Ce sont là des produits dérivés. Les plus courants sont les contrats à terme, les options, les swaps et les contrats de change à terme. Les contrats à terme vous permettent de parier sur le prix du pétrole, de l'or ou du blé à une date future sans acheter physiquement un baril de pétrole ou un sac de blé. Les options vous donnent le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix déterminé. Un swap est un accord d'échange de flux de trésorerie, par exemple un paiement d'intérêt fixe contre un paiement d'intérêt variable. Un contrat de change à terme est un accord sur mesure entre deux parties pour acheter ou vendre un actif à l'avenir à un prix prédéterminé. Chacun de ces produits peut être utile pour une couverture légitime. Un agriculteur peut utiliser des contrats à terme pour fixer le prix du blé avant la récolte, se protégeant ainsi contre le risque de baisse des prix. Une compagnie aérienne peut utiliser des produits dérivés pour se couvrir contre la hausse des prix du pétrole. Une entreprise endettée en plusieurs devises peut utiliser des swaps pour gérer son risque de change. Mais le marché des produits dérivés n'est pas dominé par les agriculteurs qui se couvrent contre les fluctuations du prix du blé. Il est dominé par les banques qui spéculent à effet de levier sur les taux d'intérêt, le risque de crédit et les variations de change, et elles utilisent des fonds empruntés pour ce faire. Et c'est là que réside la difficulté. La valeur notionnelle d'un produit dérivé correspond à la valeur nominale de l'actif sous-jacent. Mais le montant réellement exposé au risque est souvent bien inférieur. Si une banque conclut un swap de taux d'intérêt de 100 millions de dollars, la valeur notionnelle est de 100 millions de dollars. Mais la banque ne déposera peut-être qu'1 million de dollars en garantie.
Une banque européenne ayant souscrit une assurance crédit auprès de Lehman Brothers s'est soudainement retrouvée confrontée à des milliards de dollars de pertes hypothécaires, sans aucune couverture. Un fonds de pension ayant conclu des swaps de taux d'intérêt avec Lehman Brothers s'est trouvé dans l'incapacité de percevoir les paiements auxquels il avait droit. L'enchevêtrement des liens a fait que la faillite de Lehman Brothers a immédiatement entraîné des pertes dans des centaines d'autres institutions. Certaines de ces institutions ont fait faillite, d'autres ont survécu, mais la confiance a été ébranlée, provoquant le gel des marchés du crédit. La faillite d'AIG a été encore plus révélatrice, démontrant comment un seul produit dérivé, les swaps sur défaut de crédit, pouvait anéantir une entreprise gérant 1000 milliards de dollars d'actifs. La division des produits financiers d'AIG avait vendu environ 500 milliards de dollars d'assurance contre le risque de crédit aux banques et aux investisseurs, les assurant ainsi contre les pertes sur les titres adossés à des créances hypothécaires. AIG percevait des commissions et affirmait que son risque était minime, car les prix de l'immobilier n'avaient jamais chuté aux États-Unis auparavant. Lorsque les prix de l'immobilier ont chuté, AIG a dû payer des dizaines de milliards de dollars qu'elle ne possédait pas. La notation de crédit de l'entreprise a été abaissée, déclenchant des clauses de ses contrats dérivés qui exigeaient d'AIG qu'elle fournisse immédiatement des garanties supplémentaires. AIG n'a pas pu réunir ses fonds. La Réserve fédérale est intervenue en septembre 2008 avec un prêt d'urgence de 85 milliards de dollars. Mais cela n'a pas suffi. En mars 2009, AIG avait reçu un total de 180 milliards de dollars d'aide publique, soit le plus important plan de sauvetage de l'histoire. Cependant, ce sauvetage n'était pas un véritable sauvetage d'AIG. Il s'agissait d'un sauvetage indirect de toutes les grandes banques ayant souscrit une protection de crédit auprès d'AIG. Goldman Sachs a reçu 12,9 milliards de dollars. Merrill Lynch, 6,8 milliards. Bank of America, Deutsche Bank et des dizaines d'autres ont chacune reçu des milliards de dollars. Le gouvernement a injecté des fonds via AIG pour garantir que ces banques ne perdraient pas d'argent sur les produits dérivés qu'elles avaient achetés. Cela a révélé une sombre réalité concernant les produits dérivés. Lorsqu'ils font faillite, les pertes ne disparaissent pas. Elles sont répercutées sur les contribuables par le biais des plans de sauvetage. Les banques à l'origine du risque ont été renflouées car leur faillite aurait entraîné l'effondrement du système tout entier. Le coût total du sauvetage du système financier en 2008 a été faramineux. Le gouvernement américain a engagé 700 milliards de dollars via le TARP, Troubled Asset Relief Program. La Réserve fédérale a créé 4 000 milliards de dollars grâce à l'assouplissement quantitatif. Les gouvernements et les banques centrales du monde entier ont fourni 25 000 milliards de dollars supplémentaires sous forme de prêts, de garanties et de renflouements. Au total, l'engagement s'élevait à environ 29 000 milliards de dollars, soit près du double du PIB américain de l'époque. Et tout cela pour éviter l'effondrement total d'un marché des produits dérivés d'une valeur nominale de 60 000 milliards de dollars. Le système a été sauvé, non sans mal. Mais la leçon que personne n'a vraiment retenue est la suivante. Les produits dérivés étaient devenus trop importants et trop complexes pour être contrôlés. La loi Dodd-Frank de 2010 était censée réformer le marché des produits dérivés. Elle imposait que certains produits dérivés standardisés soient négociés par l'intermédiaire de chambres de compensation, réduisant ainsi, en théorie, le risque de contrepartie grâce à une entité centrale garantissant les deux côtés de la transaction. Cela a nécessité un renforcement des obligations de déclaration afin que les autorités de régulation puissent connaître les participations de chacun. Mais cela n'a pas limité la taille du marché. Cela n'a pas interdit les produits dérivés les plus dangereux. Et cela ne résout pas le problème fondamental. Les banques continuent d'utiliser un effet de levier considérable pour spéculer de manière inconsidérée avec les dépôts de leurs clients et les garanties implicites des contribuables. En quelques années seulement, le lobbying a sapé même les réformes les plus modestes. Le marché des produits dérivés a continué de croître.
En 2015, sa taille dépassait les 600 000 milliards de dollars. Et d'ici fin 2025, sa valeur nominale dépassera les 600 000 milliards de dollars. À titre de comparaison, le PIB mondial avoisine actuellement les 100 000 milliards de dollars. Le marché des produits dérivés est donc 6 fois plus important que l'économie mondiale. Si seulement 5% de ces produits dérivés perdaient de la valeur ou faisaient défaut, les pertes s'élèveraient à 30 000 milliards de dollars, soit 3 fois le coût total du plan de sauvetage financier de 2008. Aucun mécanisme, aucune somme d'argent, aucun outil politique ne peut absorber des pertes de cette ampleur sans provoquer l'effondrement du système financier mondial. La structure même du marché des produits dérivés le rend encore plus dangereux. La catégorie la plus importante est celle des produits dérivés de taux d'intérêt, qui représentent plus de 500 000 milliards de dollars du total. Il s'agit de paris sur l'évolution et l'ampleur des taux d'intérêt. Les banques les utilisent pour se prémunir contre les fluctuations des taux d'intérêt, mais elles spéculent également. Lorsque les taux sont stables, ces produits dérivés semblent sûrs. Mais lorsque les taux fluctuent fortement, comme ce fut le cas ces 3 dernières années, les risques s'envolent. La Réserve fédérale américaine a relevé ses taux d'intérêt de près de 0 en 2021 à plus de 5% en 2023, la hausse la plus rapide en 40 ans. Chaque hausse de taux crée des gagnants et des perdants sur le marché des produits dérivés. Les pertes s'accumulent dans les bilans des banques, dissimulées par des artifices comptables qui leur permettent d'éviter de réévaluer leur position sur les produits dérivés au prix du marché. La deuxième catégorie la plus importante est celle des produits dérivés de crédit, avec une valeur notionnelle d'environ 50 000 milliards de dollars. Cela inclut les swaps sur défaut de crédit, CDS, les mêmes instruments qui ont entraîné la chute d'AIG. Après 2008, les autorités de régulation ont promis d'assainir le marché, mais cela ne s'est jamais produit. Les banques et les fonds spéculatifs utilisent toujours les CDS pour parier sur les défauts de paiement des entreprises et des États. La différence aujourd'hui réside dans l'explosion de la dette des entreprises, passée de 2 000 milliards de dollars en 2008 à plus de 10 000 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis d'ici 2025. Une grande partie de cette dette a été émise durant une période de taux d'intérêt bas, désormais révolue. Lorsque les entreprises doivent se refinancer à des taux plus élevés, certaines font défaut. Dans ce cas, les contrats CDS, Credit Default Swap, émis sur cette dette, déclenchent des paiements. Si un nombre suffisant d'entreprises font défaut simultanément, les institutions qui ont vendu des assurances crédit subiront des pertes qu'elles ne pourront pas absorber. C'est un scénario similaire à celui d'AIG, sauf que cette fois, la Réserve fédérale n'est pas prête à injecter 180 milliards de dollars supplémentaires pour renflouer les opérateurs de produits dérivés. Les produits dérivés de change représentent 100 000 milliards de dollars supplémentaires et sont également vulnérables aux chocs de change. Le dollar américain a été la monnaie de réserve mondiale pendant 80 ans, mais sa domination s'amenuise. Des pays comme la Chine, la Russie et l'Inde commercent de plus en plus avec leur propre monnaie. L'Arabie saoudite a commencé à accepter le yuan, UAN, en échange de pétrole au lieu du dollar. Si le dollar perd son statut de monnaie de réserve, ou même s'il s'affaiblit considérablement, les produits dérivés de change pourraient connaître de fortes fluctuations. Les banques qui misaient sur la stabilité du dollar se retrouveraient avec des pertes colossales sur leurs positions. Le débouclage de ces positions se propagerait à tous les marchés, car les fluctuations des taux de change affectent tout: actions, obligations, matières premières et flux commerciaux. Mais le plus grand danger des produits dérivés modernes réside dans leur complexité. Après 2008, les banques n'ont pas simplifié leur portefeuille de produits dérivés, mais les ont au contraire complexifiés en créant des produits dérivés de produits dérivés. Il est désormais possible d'acheter des options sur CDS ou des swaps basés sur des indices composites d'autres swaps. Cette imbrication crée un effet de levier exponentiel ou même de faibles variations de l'actif sous-jacent
peuvent entraîner d'énormes variations de la valeur de la pyramide de produits dérivés située au-dessus. Personne, pas même les traders qui créent ces produits, ne peut modéliser avec précision leurs réactions en situation de crise extrême. Les modèles mathématiques supposent des conditions de marché normales, une liquidité constante et des contreparties solvables. En cas de crise, aucune de ces hypothèses n'est vérifiée. Les marchés deviennent illiquides, les prix fluctuent fortement et les contreparties font défaut. C'est à ce moment que les modèles s'effondrent et que les pertes dépassent largement les prévisions des gestionnaires de risque. Mais le plus inquiétant, c'est la concentration des produits dérivés entre les mains d'une poignée d'institutions, ce qui fragilise considérablement la situation. Aux États-Unis, 4 banques détiennent environ 90% de l'exposition totale aux produits dérivés. Il s'agit de JP Morgan Chase, Citibank, Bank of America et Goldman Sachs. Ce sont les mêmes institutions qui ont été renflouées en 2008 et elles sont aujourd'hui plus importantes et plus endettées que jamais. JP Morgan Chase est le plus grand détenteur de produits dérivés aux États-Unis, avec une valeur notionnelle d'environ 54 000 milliards de dollars, selon son dernier rapport réglementaire. À titre de comparaison, JP Morgan possède environ 3 700 milliards de dollars d'actifs et seulement 300 milliards de dollars de fonds propres. Cela signifie que l'exposition de la banque aux produits dérivés est 180 fois supérieure à son capital. JP Morgan soutient que la valeur notionnelle surestime le risque, car la plupart des produits dérivés sont couverts, ce qui signifie que les positions s'annulent mutuellement. JP Morgan affirme que son exposition nette actuelle au risque de crédit lié aux produits dérivés n'est que d'environ 50 milliards de dollars, soit une infime fraction de la valeur notionnelle. Cela semble rassurant, jusqu'à ce qu'on se souvienne que c'est exactement ce qu'affirmaient Lehman Brothers et AIG avant leur faillite. Les couvertures fonctionnent, jusqu'à ce qu'elles ne fonctionnent plus. En cas de défaut de la contrepartie ou d'illiquidité du marché, les couvertures disparaissent et seule la valeur notionnelle compte. Citibank détient environ 48 000 milliards de dollars de valeur notionnelle de produits dérivés, alors que son actif total n'atteint que 2 400 milliards de dollars et ses fonds propres environ 200 milliards de dollars. Bank of America détient environ 37 000 milliards de dollars de produits dérivés pour 3 100 milliards de dollars d'actifs et 280 milliards de dollars de fonds propres. Goldman Sachs, bien que plus petite que les banques commerciales, détient tout de même 47 000 milliards de dollars de produits dérivés pour un actif total d'environ 1 000 milliards de dollars. Total, 6 000 milliards de dollars et 120 milliards de dollars de fonds propres. En additionnant ces deux chiffres, on constate que les 4 institutions financières sont exposées à environ 186 000 milliards de dollars de produits dérivés. Cela représente près du double du PIB mondial. Si l'une de ces 4 banques avait commis une grave erreur de gestion de ses positions, les pertes auraient pu largement dépasser leurs fonds propres, les menant à la faillite. L'argument généralement avancé est que ces institutions disposent de systèmes de gestion des risques sophistiqués, de milliers d'experts quantitatifs et d'un contrôle réglementaire rigoureux. Or, la sophistication n'empêche pas les catastrophes. En réalité, elle les rend souvent plus probables. Des modèles de risque complexes créent un faux sentiment de confiance, incitant les banques à accroître leur position à des niveaux qu'une analyse plus simple n'aurait jamais permis. Long Term Capital Management, LTCM, le fonds spéculatif qui s'est effondré en 1998, comptait 2 lauréats du prix Nobel dans ses rangs et utilisait certains des modèles mathématiques les plus sophistiqués de la finance. Pourtant, le fonds a perdu 4,6 milliards de dollars en seulement 4 mois et a nécessité un plan de sauvetage de 3,6 milliards de dollars de la Réserve fédérale, car son effondrement menaçait l'ensemble du système financier. L'exposition de LTCM aux produits dérivés s'élevait à 1 250 milliards de dollars, une fraction des avoirs détenus aujourd'hui par les 4 plus grandes banques. L'interdépendance de ces banques a créé un réseau où la survie de chacune dépendait de la solvabilité des autres.
JP Morgan aurait pu se couvrir contre le risque de taux d'intérêt en concluant des swaps avec Citibank. Citibank pouvait se couvrir auprès de Bank of America. Bank of America pouvait se couvrir auprès de Goldman Sachs. Goldman Sachs pouvait se couvrir auprès de JP Morgan. Sur le papier, ces positions semblent s'annuler mutuellement, mais il s'agit en réalité d'un cercle vicieux d'interdépendance. Lorsqu'une banque fait faillite, les autres subissent des pertes du fait de leur position, pourtant apparemment couvertes. C'est cette dynamique qui a transformé la faillite de Lehman Brothers en 2008 en une crise systémique. Chaque banque était exposée aux autres via des produits dérivés. Lorsqu'une banque a fait faillite, toutes se sont effondrées. La réglementation sur la compensation centrale, imposée après 2008, était censée résoudre ce problème en permettant à une chambre de compensation de s'interposer entre l'acheteur et le vendeur de produits dérivés, assurant ainsi les deux parties à chaque transaction. Mais la compensation ne s'applique qu'aux produits dérivés standards négociés en bourse. L'essentiel de ce marché de 600 000 milliards de dollars est constitué de produits dérivés de gré à gré, OTC, des contrats personnalisés entre banques qui ne sont pas compensés par une chambre de compensation centrale. Ces contrats bilatéraux engendrent toujours les mêmes risques de contrepartie qu'en 2008. Si la banque A fait faillite, la banque B subira des pertes sans qu'aucune chambre de compensation centrale ne puisse les couvrir. Les réformes semblent prometteuses sur le papier, mais elles ne modifient pas la structure du marché. Permettez-moi maintenant de souligner les facteurs déclencheurs de la prochaine crise des produits dérivés, car ils sont déjà à l'œuvre et se conjugueront probablement dans les 12 à 18 prochains mois.